j'invite à me rejoindre sur scène Soubar, Diane Domé, Benoît Bazir et Guillaume Gréau. Alors bonjour, merci à vous tous. Si on a retrouvé le générique, ce sont les aléas du direct, vous voyez, de temps en temps. Mais c'est vrai que le temps, le changement de micro, ça met un petit peu d'ambiance, on va dire. Merci à tous les quatre d'être ici. Soubar, cher UK Marine Energy Council, vous allez nous en dire un peu plus dans un instant, justement. Rémi Gruet parlait du Royaume-Uni il y a un instant, donc vous allez pouvoir rentrer un peu plus en détail dans les annonces il y a un instant. Je sais que vous parlez français, mais vous voulez que je vous parle anglais, je vais vous parler anglais dans un instant. Diane Domé, merci. Vous êtes Project Manager Inyangwa Tech, il faut arriver à le prononcer, et vous allez parler un petit peu aussi de les nouvelles technos et comment on peut aussi aller vers des marchés différents, parler de Hydro Wing dans un instant, vous allez rentrer en détail sur cette technologie-là, on va dire. À vos côtés, Benoît Bazir, le président de Sabela, merci d'être avec nous, et puis Guillaume Gréau, je vais y arriver dans le bon sens, j'avais Gruet, maintenant j'ai Gréau, vous voyez, c'est un sacré exercice, il faut changer tout ça, CEO d'HydroQuest. Alors je commence avec vous justement, parce qu'on parlait aussi de projets, on va dire, de grande dimension. Vous, c'est le rat Blanchard. Oui, ça marche nickel. Tout marche très bien. Ouais, donc juste une précision, je ne suis pas le CEO, je suis directeur du développement. D'accord. Écoutez, on m'avait donné cette fonction-là, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, mais c'est gentil. Mais comme quoi, avec tous les intervenants, vous avez. Désolé pour le CEO, il ne va pas être. Voilà. Non, mais je pense qu'il est dans la salle, mais il ne va pas trop vous en vouloir, à mon avis. Très bien. Oui, donc je vais vous parler un petit peu d'HydroQuest et puis de ce qu'on compte faire, en particulier sur le rat Blanchard. Donc HydroQuest est un développeur de technologies hydroliennes marines. Donc on existe depuis 2010. On est passé par différents stades de développement depuis ces 10 dernières années. On est monté petit à petit en puissance, d'abord avec des machines de faible puissance pour les fleuves, puis après en mer. Donc là, on vient de finir le test d'un démonstrateur à Paimpol-Bréhat en Bretagne, sur le site des CEDF. Donc c'est un test qui a duré 2 ans. Où la machine... l'on a, c'est ça qu'on a en image, évidemment, parce qu'encore le rat Blanchard, si on d'accord. Non, on a des images de ça ou l'autre? Oui, c'est ça. C'est ça, voilà, si on veut diffuser aussi, parce que c'est toujours bien de montrer du concret. Oui, voilà, c'est ça. En fait, juste avant, Rémi Gruet était devant une photo de notre machine, donc ça fait bien plaisir. Donc là, effectivement, en arrière-plan, vous avez l'image de la fin de la construction sur le site CMN de Cherbourg de cette machine, puis son installation à Paimpol, donc il y a un peu plus de 2 ans, en avril 2019. Donc 2 ans de test en continu, donc c'est un beau succès pour nous, on en est très fiers et on s'appuie sur ce succès-là pour l'étape d'après. Donc l'étape d'après, c'est la ferme pilote au rat Blanchard, donc au rat Blanchard juste à côté donc des ateliers CMN, qui est partenaire industriel et financier d'HydroQuest. Donc on a déjà l'atelier qui est opérationnel avec toutes les équipes pour pouvoir fabriquer les machines. Donc ce projet de ferme pilote s'appelle le projet FlowWatt. Donc il va être constitué de 7 machines d'une puissance unitaire de 2,5 MW chacune. Ça fait un total de 17,5. On va produire de l'électricité pour à peu près 20 000 habitants, donc pendant 20 ans. Le but du jeu pour nous étant d'avoir cette ferme qui fonctionne pendant 20 ans et mise en service en 2025. Donc c'est à la fois dans pas longtemps, mais dans longtemps quand même. Il y a forcément un moment de closing financier, de fin des autorisations administratives, puis de construction, puis de mise en service. Voilà. Donc mise en service de cette ferme pilote de 17,5 MW, si tout va bien, en 2025. Et après, donc c'est au rat Blanchard, et après c'est le développement commercial futur. Alors
le potentiel global de l'hydrolien marin dans le monde est d'à peu près 100 gigawatts. Nous, ce qui nous intéresse à court terme, donc court terme pour nous c'est plutôt 2030 on va dire, c'est 3 marchés principaux. La France d'abord, puisqu'on estime qu'on pourra aller à l'export que quand on sera vraiment très bon chez nous, c'est quand même plus facile. Donc France, avec un potentiel de à peu près 3,5 gigawatts, et surtout sur l'Ora Blanchard, et aussi pas mal en Bretagne au Fromveur. Également au Royaume-Uni, à peu près de 10 gigawatts, et puis au Canada, en baie de Fundy, qui a un potentiel à peu près équivalent à celui de la France. Voilà. Donc, simple, je vais juste finir là-dessus pour aller vite. Donc, juste pour la France, pour qu'on ait un peu des bonnes idées, des chiffres. Donc, vous prenez un potentiel d'à peu près 3 gigawatts. En montant de marché, c'est à peu près 10 milliards d'euros en phase commerciale. Ouais. Donc, à développer d'ici 10-15 ans. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. 10 milliards d'euros d'investissement sur ces projets, en plus, fait localement. Nous, on a démontré avec notre projet de prototype de Paimpol que 80% à peu près de la valeur du projet était créée en France et la moitié en Normandie. Donc, c'est vraiment local. Donc, ces 10 millions d'euros-là, c'est du local. Donc, c'est vraiment français, pour la France, évidemment. Au niveau de la production électrique, c'est pareil, c'est pas anodin du tout parce qu'on va produire à peu près la quantité d'électricité qu'aujourd'hui produit un tiers de l'éolien français terrestre. Hein. Donc, l'hydrolien marin français, c'est à peu près un tiers de l'éolien terrestre. Voilà. Donc, c'est quand même important. Ça peut être important dans le mix électrique français et donc européen derrière. Et donc, ça peut alimenter à peu près 2 millions de personnes en électricité, l'hydrolien marin en France. Voilà. Il faut quand même le souligner. Et puis, finalement, que vous pouvez être une filière porteuse. C'est ce que disait Rémi Gruet il y a un instant, que d'autres ont ouvert la voie, d'autres pays dans d'autres domaines, et que la France a... Oui, bah, tout à fait. On a la chance en France d'avoir un panel d'industries sur la chaîne de valeur. On a des idées, on a des industriels qui sont prêts à construire et développer les projets. Donc voilà, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Rémi Gruet sur l'énergie prédictible, puisqu'il l'a très très bien fait de l'hydrolien. Voilà. Et, par contre, ce qu'il n'a pas dit, c'est que les machines sont sous l'eau. Et que du coup elles sont invisibles et c'est donc très bien pour l'acceptabilité sociale. Une meilleure acceptabilité Exactement. Sociale. Voilà. La seule chose, c'est qu'on peut peut-être pas en installer partout. Non, on les installe là où il y a du courant. Voilà, c'est ça. C'est la seule, évidemment, c'est la particularité aussi de ce sujet-là. Benoît Bazire, vous pourrez toujours commenter après. Sabella, donc vous aussi, de la même façon, décrire un petit peu vos projets en France, hein, évidemment. Vous aussi, vous adressez beaucoup, on en parlait aussi ce matin, à tous les sujets avec Arnaud Leroy de zone de ZNI, de zone non interconnectée aussi, qui est une réponse que vous apportez. Très bien. Écoutez, oui, je pense véritablement que ce salon Synergie arrive à un moment tout à fait intéressant. Nous sentons chez Sabella une augmentation de notre activité qui est vraiment tout à fait impressionnante. Et l'année 2021 a été, elle n'est pas tout à fait finie, mais vraiment une très très belle année, avec d'abord l'entrée de General Electric à notre capitale et à notre conseil d'administration. Alors c'est en échange de la reprise de tous les actifs et de la propriété intellectuelle de General Electric dans le domaine des hydroliennes, c'est-à-dire d'Alstom et de Rolls-Royce. Nous avons nos projets, effectivement, comme vous le dites. Donc, notre démonstrateur d'Edis qui devrait retourner à l'eau bientôt pour une période de 3 ans pour alimenter l'île d'Ouessant en électricité. Et puis, on a le contrat Interreg Tiger dans le golfe du Morbihan, qui est aussi un très beau site. Et puis, le projet phare qui va suivre avec le développeur AQO et qui est quand même un projet qui, lui, pourrait être exporté mondialement, puisque c'est la réunion de 3 énergies renouvelables pour transformer une énergie qui est fortement carbonée, puisque c'est du fuel, hein, l'électricité d'Ouessant, c'est du fuel, et donc remplacer 65% de cette énergie totalement carbonée par des énergies renouvelables, donc photovoltaïques, PV, de l'éolien, PV, éolien terrestre et 2 hydroliennes dans le passage du Fromveur, donc tout près de l'île d'Ouessant. D'accord, donc c'est même plus qu'un laboratoire. Ça peut exporter à partir de ce modèle-là. Si vous voulez, le premier volet effectivement de notre stratégie sur les LNI,
fini. Quand on aura remis la délice à l'eau et fait ce projet phare, effectivement, et comme le disait mon voisin tout à fait justement, il faut d'abord être prophète dans son pays pour pouvoir exporter. Et là, enfin, on pourra aller explorer les autres ennemis. Là aussi, vous aviez des images à nous montrer, non? Il n'y avait pas une vidéo aussi? C'est bien, parce que c'est toujours bien de montrer aussi ce que chacun réalise en images aussi, Absolument, complètement. Alors, je ne sais pas si on peut la projeter, mais alors, et tout à fait conformément à ce que disait aussi mon voisin, l'option anglaise, et je suis heureux de saluer ici Soubar, mais l'option anglaise ne doit pas être évitée, ne peut pas être évitée, puisque c'est la première ressource européenne, sachant que la France est la première ressource européenne, mais de l'Union européenne. Donc nous avons passé une alliance avec un de nos anciens compétiteurs, qui s'appelle maintenant, enfin qui n'est plus compétiteur, qui s'appelle Nova Innovation. Et nous espérons bientôt pouvoir annoncer des nouvelles intéressantes, mais elles ne sont pas encore publiques. Nous développons industriellement. Nous serons sans doute les premiers occupants du pôle d'air énergie marine renouvelable de Brest, qui est en cours de construction. Et donc on aura notre atelier au mois de janvier pour fabriquer nos turbines Tiger. Et puis, last but not least, nous avons de grandes ambitions dans l'hydrogène, parce qu'au fond, nous produisons... Mais parce qu'en fait, vous allez développer différents... C'est quoi ces deux types en fait, d'hydrogène que vous développez? Qu'est-ce que vous développez exactement? Alors, pour bien comprendre... si vous voulez, d'abord, effectivement, on peut développer plusieurs types d'hydrogène, mais même dans le domaine de l'hydrogène, il y a deux choses. Il y a d'abord ce qui est basé sur ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire les hydroliennes posées au fond de la mer. Bon, au fond, elles délivrent de l'électricité. Et notre vrai métier, qu'est-ce que c'est de mettre des objets complexes, des chaînes électriques compliquées, avec de la conversion, etc., sous l'eau, à 55 mètres sous l'eau. Et pourquoi pas ne pas mettre d'autres engins, des électrolyseurs, du stockage d'hydrogène, etc. Donc nous avons lancé un grand projet là-dessus, à partir de nos hydroliennes, qui s'appelle CH2. CSEA, voilà, H2, hydrogène. Et puis, il y a une deuxième voie, vous avez complètement raison, qui pourrait d'ailleurs casser la limite des 100 gigawatts, parce que, au fond, notre problème, c'est que nous sommes obligés d'aller dans des endroits où le courant a une vitesse au moins égale à 2 mètres par seconde. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Parce que c'est une ressource naturelle limitée, bien sûr. Et la réponse est oui, parce qu'un bateau peut créer du courant. Si vous avez un bateau qui est propulsé par des moyens renouvelables et que vous traînez derrière de très grosses hydroliennes en nombre important, plus d'une dizaine, vous pouvez à ce moment-là produire beaucoup d'électricité à bord d'un bateau qui peut être un bateau-usine et produire de l'hydrogène à bord, voire même des composés de l'hydrogène, l'ammoniac, etc. Et là, tout est 100% renouvelable et vert. Et vous voyez bien les avantages. Un transport, lui aussi, écologique, j'imagine, le bateau. Bien sûr, tout est écologique là. Et vous voyez bien l'avantage fantastique, c'est que le facteur de charge est énorme, puisque le bateau peut tourner pratiquement toute l'année. Et puis sa vitesse est supérieure. Or, l'énergie délivrée est proportionnelle au cube de la vitesse. Donc, on a des moyens de déployer cette énergie hydrolienne d'une autre manière. Et ça, on pourrait le voir à quel horizon? Alors ça, vous avez raison de poser la question, parce que ce sont des projets à long terme. Mais vous savez, j'ai entendu le président Olivier Andriès parler chez Safran des moteurs à hydrogène, etc. 15 années, ça lui paraît un délai tout à fait raisonnable. Donc nous, 15 années, voilà, inscrivons-nous dans ce délai. C'est le délai de beaucoup de très grands industriels. Alors, vous avez parlé tous les deux, évidemment, de ce qui se passait du côté du Royaume-Uni. C'est pour ça que je vais passer la parole à Soubar, le UK Marine Energy Council. Sue, I understand the UK government has made the announcement on the contracts for difference in the UK, and the industry need to make changes to this. Can you explain a little bit more? Thank you, Natalie, and good afternoon, everyone. So my name is Sue Barr from the UK Marine Energy Council. I apologise for speaking in English and not French, but my French is not good enough to describe what is happening in the UK government. So thank you to Benoit and to other speakers. Yes, we've had an announcement in the UK. You would have seen from previous presentations the importance of the UK market. We are fairly advanced in terms of both our projects and our technology development. And we have been working very closely with the UK government to deliver a revenue solution, so money for electricity, for marine energy in the UK. It has taken a lot of work. It has taken the industry to come together.
And I want to reference that when we talk about global markets. We are not submarines, we are marine energy. We must look to work together to deliver the sector globally. So the UK government made an announcement on administrative round 4, which is part of Contracts for Difference in the UK last week. This allows for marine energy to bid into a provision for revenue, which is quite small. It looks at other innovative technologies. It allows marine energy to bid in at a much higher price because we are new technology to bring projects forward. Some years ago, the UK government removed us from that mechanism. It did not allow marine energy to bid into this type of revenue system because the confidence and the belief in marine energy was very low. At that time, France was moving forward with Pampo-Bréhat, Raz Blanchard, and Normandy Hydro for different projects. And the UK said, we will no longer pay for this higher cost of innovation. So we've worked with the UK government to allow that to come forward. It's not perfect, and I have a lot of work to do between now and the 27th of October when we get the final budget. But it will mean that several projects in the UK can potentially go ahead. What we will see is deployment of tidal technology into 3 projects that are geographically located and quite spread around the UK coastline. And we think that will be in the region of around 30 megawatts. This is still to be determined. That should give us really a very strong signal, both in Europe and globally, that we can deliver marine energy. And that delivery period for this mechanism is around 2024 to 2028. So critically important that we get technology in the water in the UK now to allow for other projects. And we feel very strongly that will provide data and evidence that will provide more additional confidence, both in Europe and in France, for revenue systems here, for domestic products and domestic projects in the coastline around the UK. And what is the importance of the industry working together? So it's incredibly important. We are a different industry to offshore wind, and we can be applied to different receiving environments. We have different financial models. We have different scales of technology. So we have an opportunity to come together to find those solutions, both in the technology, the engineering challenges, driving out cost, which is a key issue if we're to be part of the decarbonisation story. We must find ways to make marine energy cheaper and more producible. And we'll see by the facility that's being built in France for multiple volumes of technology, incredibly important. We've already heard about collaborations between Sabella and Nova. This morning, the industry, the Marine Energy Council in the UK, has signed an MOU with Sustainable Energy Renewable here in France to look at ways to share knowledge, information, and data to bring the sector forward. If we cannot work together to find solutions, we will find that this technology is not included in the greater plans for decarbonisation. I share Remé's view that we do need this technology, it is critically important, and that it has unique opportunities that other forms of energy generation simply don't have. So how we operate our grid systems, how we work with the oceans, how we increase the supply chain and get economic benefits to our own countries, critically important. But that can only be done if we work together as a sector and have sectoral interests. And we've shown that in the UK. We've made a major change in the political aspects towards marine energy by working together. So I would compel you all, it is important to share data, it is important to share knowledge, and it is important to have common positions on the areas of key challenge to marine energy. You talk of a political aspect. What will be the key ask for a UK government for the sector to ensure long-term viability of the sector? Merci. So what we need is an allocated budget to bring 3 or 4 projects forward in the UK. And what we are asking the UK government to do is something that is very similar to their current policy for floating offshore wind. So we believe that some of our tidal technologies are pre-commercial,
are ready to deploy into a market that is ready to produce revenue for them. So the ask will be for a ring fence or a pot of money that will deliver projects in this next administrative round. We believe that will deliver 3 to 4 projects, and we have asked the UK government to set a 1 gigawatt target for marine energy in 2030. So this will give them a strong focus and will allow for enabling actions. If a government allows for a 1 gigawatt target, they must then ensure that they can deliver a 1 gigawatt target. So there will be policy changes that will enable that to happen. And we're confident that the departments that are involved in consideration of marine energy in the UK are becoming aligned. Our key challenge is cost. We are constantly pushed back as to how are costs in marine energy being reduced. They must be reduced through collaboration. They must be reduced through supply chain engagement, and they must be reduced through revenue mechanisms that allow us to put technology in the water at volume and drive out those costs. And if we can work with governments to deliver that, we will deliver significant economic benefit. We've seen in the UK, the European Marine Energy Centre has delivered over £300 million worth of economic benefit across the UK from testing 19 wave and tidal devices in the Orkney Isles. We know that marine energy can deliver, and we know that it can deliver significant economic benefits in areas where we do not see other areas of growth. So they're the key challenges for the UK government and for the French government and for organisations across Europe to support marine energy to get in the water and reduce cost. Merci beaucoup, thank you very much. Merci pour cette présentation. On va poursuivre, je pourrais vous faire commenter si vous le souhaitez aussi dans un instant, mais avec vous, Diane Domé, donc Project Manager. Alors c'est Inyanga Tech, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça. Voilà, donc je ne me suis pas trompée. Je sais que vous travaillez aussi avec Sabella qui est à vos côtés. Peut-être quelques mots pour présenter votre activité, puis comprendre aussi un peu les étapes suivantes, parce qu'on va aussi beaucoup dans l'innovation hein, dans ce domaine-là. Je crois qu'aussi il y a quelques visuels pour illustrer tout ça. Oui, il y a quelques visuels. Donc alors, à l'origine, Inyanga, donc on est une entreprise spécialisée dans les opérations en mer pour les énergies marines. Donc effectivement, on travaille avec Sabella pour installer les turbines, les relever, les connecter, les déconnecter. On travaille également avec d'autres développeurs. On travaille avec Minesto, on a travaillé avec Maygen. Donc c'est vraiment notre cœur de métier d'origine. Donc après, suite à, on a eu pas mal de retours d'expérience à travailler avec les différents développeurs hydroliens, ce qui nous a amené aussi à voir qu'il y a à voir certains problèmes et certaines choses qu'il faudrait faire évoluer pour faire émerger ce marché et les technologies hydroliennes. Et en particulier, étant donné que nous, on intervient beaucoup pour les opérations de maintenance, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, les coûts d'opération et maintenance sont trop élevés dans l'hydrolien. Faire venir des navires à positionnement dynamique qui travaillent habituellement dans l'oil and gas, ça a des coûts très, très élevés. Et donc, nous, on pense qu'il faut essayer d'adapter les technologies et de voir les choses un petit peu différemment pour réduire les coûts d'opération et maintenance. Et donc c'est ainsi qu'on a imaginé la technologie HydroWing, donc qui est réellement pensée autour des coûts d'opération et maintenance pour diminuer ces coûts. D'accord, donc ça fonctionne comment? On voit des images, on voit aussi un bateau. On peut avancer de quelques slides, voilà. Peut-être il y avait... Voilà, bon, ça c'est juste des exemples d'opérations passées, donc on peut avancer un petit peu, je pense. Il y avait une vidéo HydroWing à la base, mais malheureusement elle passait pas, donc il y a quelques extraits de la vidéo en photo un peu plus loin, mais si on peut encore avancer un petit peu. Voilà, ça vos projets de référence et ce sur quoi vous travaillez jusqu'à présent, c'est ce que vous expliquez. Hein. Ouais. Vraiment la maintenance, comment vous installez, vous connectez, vous déconnectez. Donc là, on a quelques images. On va avancer vraiment sur le concept en lui-même, sur des images ultérieures. Voilà on donc y arrive. Donc c'est le concept HydroWing. Donc le principe, c'est que c'est une embase gravitaire sur laquelle on vient mettre des ailes avec plusieurs turbines. Donc ce qui a plusieurs avantages. Donc déjà, le fait d'avoir plusieurs turbines sur une seule embase, ça fait que s'il y en a une qui tombe en panne, les 5 autres continuent à produire. Donc si on a des semaines pour trouver un navire qui va bien pour venir relever la machine, on continue à produire avec les autres turbines pendant ce temps.
Et tout a été conçu autour de la maintenance. Donc en fait, on limite les poids des colis à, on va dire, moins de 80 tonnes, de manière à pouvoir utiliser des navires qui sont beaucoup plus disponibles, qui ont des coûts journaliers beaucoup plus faibles, des coûts de mobilisation et démobilisation aussi beaucoup plus faibles, de manière vraiment à réduire les coûts d'opération et maintenance. Donc en fait, quand on vient faire de la maintenance, on va récupérer chaque aile avec ses 3 turbines, tout le reste va rester au fond de l'eau. S'il y a 2 ailes, comme c'est le cas sur celle-là, la deuxième aile va rester au fond de l'eau. On a une connectique entièrement, ce qu'on appelle wet-met, donc ça se connecte automatiquement sous l'eau. On vient avec un système de préhension qui est complètement automatisé, tout est connecté de manière automatique sous l'eau. On a des caméras sur le système de relevage qui fait qu'on s'affranchit également des robots sous-marins, ce qui réduit encore à nouveau les coûts. Et donc on peut relever ça sur le pont du navire. Toute la conversion de transformation est au sein de l'aile. Si on veut, on peut même faire de la maintenance directement en mer sur le site. Donc voilà, c'était vraiment conçu dans cette optique-là. On peut avancer de quelques slides. J'ai fait directement, voilà, pour pas avoir à tout passer. On peut aller voilà. Et donc l'étape, donc voilà, on a un navire. Bon, ça peut être des navires assez. Ça peut être des barges, ça peut être différentes sortes de navires. On peut aller à la slide suivante, voilà, avec de la connexion wet-met directement intégrée. Et donc là, il en est où ce concept, j'allais dire? Alors, donc aujourd'hui, le concept en lui-même n'a pas été testé dans son intégralité. On peut passer à la slide suivante. Je pense qu'on utilise les turbines Tocardo, donc qui sont pour le coup qui sont testées et éprouvées. C'est des machines qui ont plus de 45 ans de production cumulée au total. On a la ferme OTP qui est aux Pays-Bas, qu'on voit en photo en bas, qui est en production depuis 2015, qui tourne, qui fonctionne. Donc c'est des turbines qu'on connaît, qui sont fiables et qui fonctionnent. Donc ça permet d'augmenter la fiabilité du système. Après, ça pourrait être également d'autres types d'hydroliennes. Mais aujourd'hui, nous, on est parti sur cette technologie-là. Et donc là, le but, c'est de faire un premier démonstrateur avec l'ensemble du système, donc la fondation Hydrowing et les turbines intégrées. Voilà. Et donc l'étape suivante dans notre démarche, c'est qu'on vient d'acquérir un navire qui n'est pas dédié que à Hydrowing, qui n'est pas dédié que à l'hydrolien, mais qui pourra faire les opérations sur la technologie Hydrowing. Donc c'est un navire qu'on voit en photo là, mais qui doit encore être un petit peu amélioré, puisqu'on va lui ajouter une grue et un A-frame, un portique de levage à l'arrière de 90 tonnes avec compensateur de houle. C'est un navire à positionnement dynamique avec une propulsion diesel électrique qui fait qu'il est très économe en fuel. Et donc ce navire pourra être utilisé pour la technologie Hydrowing et également pour d'autres. Pour toutes les énergies marines et l'éolien. Il sera basé en Europe. Donc c'est important de présenter ce concept. Peut-être une réaction de l'un et l'autre, Guillaume Gréau. Alors sur l'aspect innovation qu'on a vu, aussi l'aspect, ce qu'a souligné aussi Soubar, le fait de collaborer aussi beaucoup les uns avec les autres. Si on veut la développer, on voit le potentiel. Oui, alors évidemment la collaboration c'est très important et donc Benoît parlait du projet Tiger dans lequel HydroQuest est également très fortement partie prenante. Notamment pour développer nos projets du Blanchard. Mais je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Soubar, c'est très important. Si j'ai bien compris, donc elle a dit que pour le Royaume-Uni, en fait, on demandait pour l'hydrolien les mêmes mécanismes de soutien que pour l'éolien flottant. Donc, clairement, au niveau des coûts, pour nous, pour notre projet de ferme pilote, c'est un point très important parce qu'on a exactement la même réflexion. C'est-à-dire qu'on développe ce projet avec un énergéticien qui est présent dans l'éolien flottant qui s'appelle Care Energy. Et donc, Care nous a dit, mais tiens, c'est bien votre projet finalement. Notre projet, il est dans les... Il est dans les clous, il a la base des ratios de LCOE pour l'éolien flottant qu'on connaît déjà. Donc, on est déjà, nous, sur ce projet de ferme pilote Aura-Blanchard, au niveau des coûts de l'éolien flottant. Donc, on a besoin effectivement des mêmes mécanismes de soutien que l'éolien flottant.
Voilà. C'était précisé. Benoît Bazire voulait ajouter Oui, quelque chose. je crois que Diane a mis l'accent sur un point extrêmement important de notre industrie, qui est le futur, quand on aura de grandes fermes, pour les opérations de maintenance. Si on veut obtenir un LCOE bas, il y aura évidemment le coût de l'installation, le coût des machines, mais il y aura aussi le coût des opérations de maintenance. Et il y aura évidemment des moyens de tout mis en place par tous les logisticiens qui devront nous aider, etc. Et puis il y a aussi les constructeurs eux-mêmes qui doivent avoir un peu d'imagination. Et nous, on va utiliser chez Sabella toute la propriété intellectuelle qu'on a recueillie de Alstom pour faire à la fois des machines robustes, concept initial de Sabella, et des coffrets à flottabilité positive qui contiendront toutes les parties un peu sensibles et qu'on pourra relever facilement. Il faut que chacun y mette un peu du sien pour qu'on puisse obtenir des coûts d'opération bas, aussi bas que possible. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ce zoom sur les enjeux en termes de filière hydrogène. Je vous remercie. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Hydrolienne, c'est vrai. Hydrogène, hydrolienne, je commence à... Mais il y a de l'hydrogène aussi dans tout ça. Il y a un lien, tout à fait. Merci.